Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. On suit de très près ce qui se passe du côté de l'actualité internationale avec, il y a plus d'une heure, la volonté israélienne de frapper l'Iran. Des frappes, je cite, préventives, non pas contre le peuple iranien, vous avez bien entendu, mais contre l'Iran. D'ailleurs, le régime israélien a précisé que c'était des frappes pour but de détruire les infrastructures militaires et les infrastructures du régime. Et à l'instant, Donald Trump, le président américain, parle à la télévision américaine. Il dénonce le terrorisme massif de l'Iran et il assure que la liberté pour le peuple iranien est à portée de main. Merci d'être resté avec nous, Benjamin Petrovert. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes de fait l'un des meilleurs et l'un des spécialistes du Moyen-Orient les plus renseignés. On était en train de parler avec vous de la complexité aussi pour le régime israélien, tout ce que ça signifie avec la peur de représailles. Vous nous expliquiez la logique justement des abris qui est aujourd'hui quand même quelque chose de commun en Israël. Il y a aussi une question importante pour vous dans les prochains jours. Quel est, si vous voulez, l'engrenage? Est-ce que vous croyez au fameux renversement de régime par la population iranienne? Alors, pour la première partie de votre question, il est dit ce matin à la télévision israélienne que l'opération est calculée sur 4 jours. Elle serait prévue sur 4 jours, en tout cas c'est ce que dit en tout cas la 12e chaîne de télévision israélienne, qu'on est parti pour 4 jours d'opération israélo-américaine. Pour la suite de votre question sur les craintes de représailles, pour les Israéliens, et j'ai parlé avec pas mal d'Israéliens cette semaine encore, il y a une sorte de paradoxe. Il y a à la fois cette envie d'en découdre une fois pour toutes avec ce régime, ce qui est considéré pour beaucoup d'Israéliens comme la tête de la pieuvre, c'est-à-dire celle qui dirige le Hezbollah au Liban, celle qui dirige les Houthis au Yémen, celle qui dirige le Hamas à Gaza, c'est de s'en prendre une fois pour toutes à la tête de cette pieuvre. Cela a commencé au moment de la guerre des 12 jours. Souvenez-vous, si ça a été arrêté au bout de 12 jours, c'est parce que Donald Trump a dit stop. Ce n'est pas parce que les Israéliens finissent ce qu'ils avaient à faire. Et en fait, là, ils sont en train de reprendre ce qui s'est arrêté à l'issue de la guerre des 12 jours pour en venir à bout de ce régime. Donc pour les Israéliens, c'est un mal nécessaire pour venir définitivement à bout, qui, rappelons-le, le régime iranien appelle depuis 40 ans à rayer l'État d'Israël de la carte. Ce n'est pas rien. D'ailleurs, un pays qui veut vous éliminer de la carte. Et d'ailleurs, actuellement, à la télévision iranienne, on parle de l'affreuse attaque du régime sioniste. Donc, en effet, on voit bien la mécanique qui est à l'œuvre, Benjamin Petrovert. Et à l'instant, on apprend aussi que le président iranien, Massoud Pezeshkian, est sain et sauf. Et il y a aussi une autre question dans tout ça, Benjamin Petrovert. Vous nous répétez quand même cette information majeure, qui est que la télé israélienne nous informe, et vous informe en tout cas, que c'est une opération de 4 jours. Est-ce qu'il faut comprendre que, comme d'autres opérations israéliennes qu'on a pu voir auparavant, celle-ci a été préparée et donc il y a un objectif qui est la chute du régime. Tout ça est calibré et on connaît quand même les efficacités des renseignements et de l'armée israélienne. Sur 4 jours, dans 4 jours, il va avoir, en tout cas c'est l'idée, un changement de régime. C'est en tout cas l'objectif. Alors, je ne sais pas si l'objectif est qu'il y ait dans 4 jours le changement de régime, mais en tout cas, ils ont fait un calcul de leurs possibilités militaires. C'est ça la question. C'est une série de cibles qui a été définie, donc cible au sein du régime, cible au sein des installations balistiques, cible au sein des installations militaires, et donc visiblement, il y aurait en effet des tirs qui seraient prévus pour les viser pendant 4 jours. Maintenant, la grande inconnue, et vous me l'avez posé dans la question précédente, c'est de quelle manière l'Iran va riposter à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est là où les Américains rentrent particulièrement en jeu, parce que la protection du ciel israélien, mais également du ciel des pays voisins, parce que c'est toute une région qui est au bord de l'embrasement, est assurée par les Américains, et notamment cet immense porte-avions américain qui est arrivé sur les côtes israéliennes il y a 24 heures. Mais donc on voit bien que c'est toute une région qui a été mise sous une sorte de coupole américaine pour être protégée face à la riposte iranienne. D'ailleurs, Israël, y compris l'Iran, y compris l'Irak, viennent naturellement d'annoncer la fermeture de leur espace aérien. Benjamin Petrovert, vous venez d'évoquer le mot et d'utiliser le mot région avec le terme embrasement juste après. Comment vous regardez attentivement, si vous voulez, la réaction des autres puissances autour? On se rappelle que pendant des semaines et des semaines, on n'a pas arrêté le narratif diplomatique nous indiquant que toutes ces puissances expliquaient et demandaient à Donald Trump de ne pas intervenir précisément pour éviter que l'Iran, ce pays qui fait 3 fois et demi la France, ce pays 90 millions d'habitants, justement, sombre dans une période incertaine avec tous les inconvénients pour ces puissances richissimes et ces puissances d'argent que l'on peut imaginer. Vous avez raison. Et parallèlement, il faut préciser qu'Israël fait à peine 2 fois la taille de la Corse. Un pays absolument minuscule sur la carte. Oui. Donc une riposte iranienne sur le ciel iranien, imaginez la taille de la Corse, une bombe sur la Corse, les dégâts que ça peut faire. Donc Israël, c'est petit comme 2 fois la Corse.
vous avez raison de rappeler les déclarations des pays voisins qui ont aussi précisé qu'ils ne laisseraient pas leur espace aérien être survolé par un type d'armement et un type d'opération américaine. C'est peut-être la raison pour laquelle, c'est mon analyse en tout cas, la raison pour laquelle ce matin, l'annonce de l'opération n'a pas été faite par les Américains, elle a été faite par le ministre Israël Katz. Exactement. Pour que les Américains puissent ensuite dire, attention, ce n'est pas nous qui avons déclenché l'opération. Ce sont les Israéliens qui ont déclenché l'opération. Et les Américains ne sont la symbolique a un sens. Exactement. Donc les pays alliés ne peuvent pas dire maintenant les Américains vont attaquer l'Iran. Non, c'est Israël qui endosse la responsabilité d'attaquer l'Iran avec le soutien américain. Ce n'est plus la même chose et donc la réaction des pays voisins ne peut pas non plus être la même. Une dernière question quand même, Benjamin Petrover. Vous connaissez aussi les médias français, vous connaissez la passion qu'on a pour certains débats. De grandes prises de parole politiques sont attendues dans les prochaines heures, notamment parce qu'à Perpignan, il y a un meeting de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise et de Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Vous savez que les prochains débats dans les prochaines heures, c'est la légitimité de certaines frappes et notamment des frappes israéliennes sur l'Iran, même avec le danger que vous venez de décrire. Pour vous, comment vous regardez ce débat-là? Vous dites que, ça y est, le droit international qui autorise des frappes dans un certain cadre, ça n'existe plus. Israël avait toute la légitimité pour mener ces frappes? C'est une question très compliquée quand on fait appel au droit international, parce que nous, on est là dans notre confort parisien à évoquer le droit international, mais au Moyen-Orient, ce sont des pays en guerre. Ce sont des pays qui jouent leur survie. Aujourd'hui, quand Israël attaque l'Iran, ce n'est pas par plaisir. Je vous l'ai rappelé, Israël est un pays minuscule, donc qui se met en danger, avec peu d'habitants. Donc, il s'agit de mener une guerre existentielle. En tout cas, c'est la manière dont les choses sont vues par les Israéliens. Et donc, de la même manière, le régime iranien, à ce que je sache, ne respecte pas non plus le droit international lorsqu'il tue, on parle de quelques 30 000 manifestants qui sont abattus par les autorités. Non, mais je veux éviter, si vous le voulez, ce débat-là, parce qu'aujourd'hui, c'est là-bas qu'il faut regarder ce qui se passe. Nos débats franco-français là-dessus, malheureusement, ils sont très très loin d'une réalité qui est tragique déjà pour la population iranienne, parce que c'est elle qui est opprimée par ce régime des mollahs depuis quasiment un demi-siècle, et les Israéliens qui vont peut-être aussi payer un prix très lourd face à la riposte des mollahs. On rappelle que lors de la guerre des 12 jours, il y a eu 28 morts civils israéliens. Merci beaucoup Benjamin Petrover d'avoir été avec nous, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, et on vous a bien entendu, vos informations étaient extrêmement précieuses, et on peut dire que vous l'avez entendu sur Sud Radio, 4 jours donc d'opération prévue, et on voit à quel point, si vous voulez, tout ça a été merveilleusement orchestré quand même, il faut le dire, d'un point de vue international, que ce soit par rapport à l'utilisation de certains couloirs aériens, que ce soit l'annonce et la prise de parole de Donald Trump, tout était calibré, Paul Azibert. Oui, tout était calibré, d'autant plus que, alors là, on voit bien sûr avec les frappes qui ont lieu un objectif d'élimination un peu de toute la chaîne de commandement, donc ça va instaurer une forme de brouillard institutionnel dans le pays. Même, vous voyez, vous venez de donner des informations sur le président, bon, qui est lui plutôt considéré comme un modéré. Là, si on coupe toutes les têtes du régime et toutes les têtes du régime iranien, on va se retrouver aussi avec un pays qui va plus pouvoir négocier, puisque si on coupe toutes les têtes des chefs, on sait plus avec qui négocier. Mais comme vous le disiez, quelque chose de très préparé et qui mêle à la fois, bien sûr, une guerre ou des frappes physiques et des frappes cognitives ou informationnelles. Lorsqu'on attaque, comme ce qui vient de se passer en plein jour, alors qu'on s'attendait à une attaque de nuit, par exemple, on surprend, il y a un vrai effet de surprise. On voit que le régime iranien, en fait, avait un système antiaérien aussi qui ne fonctionnait plus depuis la guerre des 12 jours de juin dernier. C'est la preuve là maintenant, donc ça remontre un affaiblissement du régime iranien, et ça c'est cognitif. Et en revanche, on peut juste attendre, je termine là-dessus, sur... on peut se poser la question, doit-on s'attendre et peut-on s'attendre à des répliques, et quelles sont-elles? Parce que un régime, et un pays plus exactement, qui a 2500 ans d'histoire, peut pas rester comme ça sans rien faire. Donc quelles vont être les répliques? Et à l'instant, par rapport au risque de réplique, la mairie de Jérusalem notamment ferme les écoles et les bureaux jusqu'à lundi 18h, donc ce qui corrobore parfaitement avec les informations qu'on a eues. Lucas Planaverne. Oui, Benjamin le disait tout à l'heure, la précédente opération avait été stoppée par Donald Trump, et c'est d'ailleurs la méthode du
du président américain qui maintenant est à questionner. Parce que dans la stratégie de défense américaine qu'on a beaucoup commenté en janvier, les États-Unis, en tout cas Donald Trump, affirmait vouloir protéger avant tout ses intérêts vitaux, ses frontières, l'Amérique latine, la question du Groenland, encore une fois, dont on a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, il y a cette attaque contre l'Iran. Cela veut-il dire que le président américain considère l'Iran comme une menace existentielle, assistant à un grand changement de paradigme? Ça reste à confirmer. Maintenant, on parle encore une fois de la durée qui est prévue, donc de 4 jours. Faut rappeler que juste en début d'année, Donald Trump est tout de même allé capturer un chef d'État et que ça s'est passé. Et d'ailleurs, on n'en parle presque plus. Hein. Non, donc, ça s'est passé. Oui, c'est ça. Désormais, voilà, on y est presque indifférent. Vous allez me dire, c'est l'actualité internationale qui est tellement rapide aujourd'hui qu'une information en remplace une autre. Maintenant, reste à voir ce que les États-Unis, ce qu'Israël ont prévu, effectivement, pour un potentiel après régime des Mollahs. Est-ce qu'ils vont pousser des figures comme le fils de l'ancien Shah? Est-ce qu'ils vont vouloir eux-mêmes? Voilà, ce sera très important à suivre. Et puis, vous le suivez en direct sur Sud Radio jusqu'à 10h. On va continuer notre conversation et notre demande d'explication sur tout ce qui se passe actuellement. Si vous nous rejoignez, je le rappelle, l'Iran a donc été frappé conjointement par des frappes israéliennes et par des frappes américaines. Le président américain Donald Trump vient de prendre la parole à la télévision. Il assure que oui, non seulement c'est des opérations de combat majeures qui sont en cours sur le sol iranien, et il assure que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires, et il parle bien dans son discours de changer la nature du régime. Et on a appris par Benjamin Petrover, qui était en ligne avec nous il y a quelques instants, que la télévision israélienne les a déjà prévenus. C'est une opération qui a pour but de durer 4 jours donc de bombardements, 4 jours en tout cas de cibles, de sites importants qui sont visés, comme le bureau du guide suprême Ali Khamenei qui a été visé, comme les sites importants des gardiens de la Révolution. Et tout ça, on continue de vous l'expliquer sur Sud Radio avec une actualité internationale qui ne cesse de s'agiter. On a invité les meilleurs experts dans les prochaines minutes pour vous faire vivre la situation en Israël, en Iran, aux États-Unis et bien sûr la situation diplomatique et internationale. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 9h19 sur Sud Radio et on continue à suivre les secousses internationales, parce que si vous nous rejoignez à l'instant, il faut rappeler que Israël, conjointement avec les États-Unis, a décidé de frapper l'Iran. C'est donc une succession de questions et de bouleversements qui risquent d'arriver, qui sont déjà en cours pour les prochaines heures et pour les prochains jours. Toujours en train d'évoquer cette situation avec moi en studio, Lucas Planaverne, journaliste au JDD, avec je pense un journal qui va se précipiter pour changer sa une pour demain, et Paul Azibert, spécialiste des questions de communication et des questions internationales. Merci beaucoup Stéphane Boussois d'être avec nous ce matin. Sébastien Boussois, pardonnez-moi. Mais je vous en prie, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des questions internationales, précisément spécialiste du Moyen-Orient, directeur de l'Institut géopolitique européen, chercheur également. La question qu'on pose à tout le monde depuis ce matin, et je suis navré si elle est un tout petit peu répétitive, mais quelle a été votre première réaction quand vous avez vu ces images de l'Iran frappé conjointement par Israël et les États-Unis ? Écoutez, quand on est spécialiste ou qu'on travaille sur le Moyen-Orient depuis un certain nombre d'années, on n'est pas véritablement surpris d'un risque d'engrenage. Ce qui est surprenant, c'est le va-et-vient permanent depuis des semaines entre des espoirs de négociations fondées en réalité sur des choses qui n'étaient pas de l'ordre du même langage entre les Israéliens et les Américains et les Iraniens, et le régime iranien en particulier. Vous avez effectivement d'un côté, du côté de l'État hébreu, une obsession de vouloir frapper l'Iran et d'en finir avec le régime depuis au moins 2012, si ce n'est même avant, puisque cette idée d'Amalek et cette idée d'ennemi ultime d'Israël fait que le régime iranien a toujours constitué à juste titre une menace pour Israël, et il fallait en finir sans savoir ce vers quoi on allait. Et puis vous avez Donald Trump qui arrive effectivement sur le tapis et qui a surpris le Premier ministre israélien même lors d'une de ses visites à Washington, puisqu'il lui annonçait qu'il allait reprendre des négociations avec un régime iranien sur la question du nucléaire et non plus sur un changement de régime, alors que tout le monde s'attendait quelque part, à commencer par les Iraniens, à être soutenus pour pousser et forcer le destin à un changement de régime dans le pays. Et je pense qu'en réalité, le Premier ministre israélien a probablement un peu forcé la main à Donald Trump, qui ne souhaitait pas intervenir pour toutes les raisons que l'on connaît, à commencer effectivement par son électorat qui ne souhaite pas d'engagement des États-Unis dans une guerre. Et finalement, l'armada, en réalité, et Witkoff le dit très bien, l'envoyé spécial de Trump, avec cette armada
armada et le côté impressionnant de ce déploiement historique des États-Unis dans la région, l'objectif était de faire tomber de facto le régime iranien qui aurait eu peur. Évidemment, ceci ne s'est pas passé de la manière dont Donald Trump l'avait souhaité. Pas plus sur ça que sur le dossier russo-ukrainien. Donc on revient à l'argument et à la force militaire pour faire avancer les choses. Mais précisément, Sébastien Boussoin, le président américain vient de prendre la parole dans une longue allocution. Il leur dit aux Iraniens, déposez les armes et vous serez traités équitablement et vous bénéficierez d'une immunité totale, ou bien vous affronterez une mort certaine. On reconnaît là le langage de Donald Trump. Il assure aussi que des bombes vont tomber d'absolument partout. Et donc quand nous aurons fini, prenez le contrôle de votre gouvernement. Ça, c'est un appel à la population bien sûr iranienne de changer la nature de leur régime. Mais Sébastien Boussoin, tout à l'heure, Lucas Palavergne, qui est journaliste au JDD, soulevait quand même un point important en disant, est-ce que ça n'est pas quand même la doctrine de Donald Trump là aussi qu'il faut remettre en question ? Écoutez, Donald Trump n'est responsable au départ de rien. Il n'est certainement pas responsable du régime iranien, pas plus qu'il est responsable de la folie furieuse de ce régime. Non, mais pour préciser, pardon mon cher Sébastien, pour préciser, parce qu'il y a cette stratégie de défense américaine en début d'année qu'on a beaucoup commenté, qui planifiait le fait que les États-Unis allaient se concentrer sur ces menaces existentielles, sur ces frontières, sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un changement ? Vous le disiez, Israël a sans doute convaincu Washington de mener cette opération. Comment l'ont-ils convaincu ? Quels sont finalement les intérêts du locataire de la Maison Blanche dans cette nouvelle guerre ? Écoutez, on est dans une situation où moi j'ai imaginé que Donald Trump aurait suffisamment de leadership et de poids et de pouvoir depuis son retour à la Maison-Blanche pour impressionner la galerie et faire plier un certain nombre de ses ennemis. Et je crois que c'est fondamentalement en réalité ce qu'il a pensé. Au-delà d'être l'homme le plus puissant du monde, au-delà d'être le président de la première puissance mondiale, beaucoup avaient probablement imaginé dans cette recomposition de l'ordre mondial, alors qu'on parlait de désoccidentalisation, de retrait des Américains, beaucoup avaient imaginé que pour autant Donald Trump pourrait peser suffisamment dans un process de négociation pour que ses ennemis aient suffisamment peur et qu'ils capitulent ou qu'en tout cas qu'ils cèdent à ces pressions. Et en réalité, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On est dans un cadre où le multilatéralisme, évidemment, est hors jeu. Et donc, dans ces rapports et ces relations d'homme à homme, d'État à État, de puissance à puissance, dans ce rapport de force, Donald Trump ne parvient pas par le dialogue à faire suffisamment pression sur les Iraniens, comme sur Poutine, comme sur tous ses ennemis. Donc finalement, les États-Unis, ce qu'ils font de mieux et ce qu'ils ont de mieux, c'est leur capacité militaire. Donc je pense que pour ne pas perdre la face, évidemment, l'argument militaire revient sur le top des priorités et que ça, ils ont la capacité effectivement militaire de largement au moins affaiblir le régime iranien. Donc qu'est-ce qui a pu changer ? L'obsession de toute façon de Benjamin Netanyahou est celle-là. Une partie de l'électorat MAGA commençait quand même à contester le soutien d'un point de vue financier également et militaire, le soutien mordicus à Israël comme à l'Ukraine. Je crois que Donald Trump s'est retrouvé dans une position pour ne pas perdre la face dans des négociations qui pataugent. Rappelez-vous, il y a 2 jours, on était encore à Genève à essayer de négocier un bout de gras. Je crois que l'erreur de Trump a été de revenir sur le débat autour du nucléaire iranien. Beaucoup n'ont pas d'ailleurs compris sur un accord que lui a déchiré en 2016. Pourquoi tout d'un coup il fallait comme ça y revenir ? Question aussi, Sébastien Boussois de Paul Azibert. Oui, Sébastien, dites-moi une question sur l'aspect psychologique et un peu sur la guerre cognitive aussi qui se joue derrière. On parle de justement, enfin on annonce directement 4 jours d'opération. Donc il y a quand même un effet très psychologique à cela et qui est censé pouvoir aussi rassurer les alliés. Donald Trump parle de regime change lorsqu'il parle de ce qui se passe, donc ce qui laisse penser des informations quand même sur une fébrilité de l'appareil institutionnel iranien. Est-ce que les États-Unis et Israël en revanche risquent le fait que ça dure plus de 4 jours et le fait que si les Iraniens ne descendent pas dans la rue comme ils peuvent s'y attendre maintenant, le régime ne bouge pas. Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre cognitive derrière les frappes échoue ? Écoutez, oui, évidemment. Vous savez que même si Donald Trump pense être le maître des horloges,
il n'est pas toujours précis sur ses calendriers. Vous avez parlé de 24 heures pour l'Ukraine, donc vous imaginez bien que si on part sur 4 jours, c'est difficile évidemment de savoir si en 4 jours le régime va tomber. Et puis n'oubliez pas que si ce régime est aux abois et n'a rien à perdre, tout ça peut se retourner contre les Iraniens. Donc c'est aussi évidemment extrêmement délicat. Moi, je pense que la stratégie de Trump depuis des semaines de négocier, il aurait dû négocier sur le changement de régime. Évidemment, cela ne voulait pas, parce que si vous négociez sur le civil, sur le nucléaire, pardon, c'est que par définition, vous négociez avec quelqu'un que vous voulez maintenir, ou en tout cas que vous considérez comme un partenaire qui va durer si vous parvenez à un accord. Donc on est dans une situation où la stratégie de l'exportation de la démocratie et des changements de régime n'a jamais fonctionné depuis des décennies, pas plus en Afghanistan qu'en Irak. Donc dans la situation et dans le cas de l'espèce, je pense que pousser les Iraniens à être dans l'empowerment est évidemment une stratégie nécessaire et vitale, parce que ce sont les Iraniens qui vont construire l'Iran de demain. Est-ce qu'il faut pousser Reza Pahlavi, le fils du Shah, qui est avec ses valises à la frontière du pays? Je n'en sais rien. Il est peut-être accusé d'être beaucoup trop pro-américain et pro-israélien. Mais la constitution et la diversité de ces oppositions va faire que très rapidement, on va devoir être dans une situation de manifestation de la rue à la prise de contrôle des pôles de pouvoir du régime iranien. Sébastien Boussois, il y a aussi une question dans le prolongement de celle qu'avait posée mon camarade Lucas Planavergne il y a quelques temps, quand même, sur la doctrine de Donald Trump. On a quand même eu la réélection d'un président américain qui avait affirmé qu'avec lui les guerres s'étaient terminées. Là, dans le discours historique qu'il vient de prononcer, qu'il a publié sur ses réseaux sociaux, qui est réalisé sous forme d'allocution, le président américain Donald Trump assure quand même que les vies de courageux héros américains pourraient être perdues et nous pourrions subir des pertes. Cela arrive souvent dans une guerre. On ne s'attendait pas à de tels mots de la part du président américain Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas un changement quand même à noter important sur l'interventionnisme américain en ce moment? Écoutez, vous n'allez pas être à Sud Radio comme au JDD, ceux qui iraient quelque part en fait critiquer Trump sur cet aspect-là. Non, c'est pas une critique, c'est de voir oui ou non il y a bien en réalité un changement de régime, enfin de nature. Je pense encore une fois qu'on a longtemps vendu l'idée que Trump n'avait généré aucun conflit lors de son premier mandat et que le but était qu'il n'en génère aucun lors du deuxième. Il ne génère aucun conflit en tant que tel. Il hérite de situations que beaucoup n'ont pas voulu prendre en main. Je rappelle quand même que du temps de Joe Biden, on a laissé le régime iranien se maintenir en l'état et continuer à constituer une menace pour Israël et pour nombre de pays. Je rappelle quand même que sous Biden, ce n'est pas Biden qui a décidé ou qui a eu la capacité d'affaiblir, voire d'éliminer les proxys de l'Iran. C'est Israël et on est véritablement dans une situation où Donald Trump se retrouve avec un héritage qui est extrêmement compliqué. Donc la transformation ou le switch de sa stratégie, je pense que son objectif était de faire effectivement cette doctrine Monroe qu'ensuite on a appelée, que plusieurs ont appelé Donroe ensuite par la suite et ont écrit et glosé là-dessus. Je pense que l'objectif, en tout cas la stratégie de Trump, ne serait pas d'entrer dans une nouvelle guerre interminable, mais dans une guerre de faire quelque chose de très efficace avec des objectifs largement, en tout cas déterminés. Merci beaucoup, en tout cas d'avoir été avec nous, Sébastien Boussois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et directeur de l'Institut géopolitique européen. Et je signale également, comme un clin d'œil également amical à mon camarade Lucas Planavergne, que vous signez une tribune dans le JDD en vous interrogeant sur la guerre de demain vers une guerre sans soldats et sans conséquences inhumaines. En tout cas, vous posez la question. Sébastien Boussois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle les différentes informations. Pour l'instant, c'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui prend la parole à la télévision à l'heure où il y a maintenant on va dire plus de 60 minutes, on a appris que Israël, avec les États-Unis, avait décidé de frapper l'Iran. Pour rappeler la situation, le guide Alei Khamenei, qui est le guide suprême en Iran, a été déplacé. Le président iranien est sain et sauf. Et à l'instant, l'Iran riposte à coups de missiles sur Israël. Et le Premier ministre est en train de s'exprimer. De l'autre côté, outre-Atlantique, les États-Unis ont affirmé en effet qu'ils avaient frappé avec Israël l'Iran. Le but était de changer le régime. Et Donald Trump pose tout simplement des conditions au régime. Il dit
c'est très simple. Soit vous déposez les armes, soit vous vous rendez, soit vous allez subir une mort certaine parce qu'on va vous bombarder. Il tend aussi la main naturellement à la population iranienne en disant dès que nous aurons fini tout ça, dès que nous aurons fini de bombarder, qu'est-ce qui se passera? Vous pouvez reprendre le pouvoir, dont nous allons donc assister à un changement de régime. 4 jours, nous avait dit Benjamin Prétovert, le spécialiste du Moyen-Orient que nous avions tout à l'heure en ligne. Il disait que l'opération avait déjà été annoncée par Israël comme étant une opération de 4 jours pour faire changer de régime, si on nous croit. En tout cas, le président américain. On suit tout ça très attentivement sur Sud Radio et on continue de vous expliquer tout ça en recevant les meilleurs spécialistes ici dans ce studio. À tout de suite.